Les lieux publics sont heureuses de vous accueillir ce soir pour cette conférence et vous remercie vivement de votre présence. Je voudrais tout d'abord remercier le docteur Sylvie Bertheny-Pelé, ophtalmologiste à l'hôpital de Grenoble, d'avoir bien voulu présider cette soirée. Un grand merci également au professeur François Vital-Durand, que tout le monde connaît, ou presque ici, pour son implication sur le sujet de la vision du bébé et qui a fait le déplacement depuis Lyon pour nous parler de ce vaste sujet ce soir. Tropic a décidé de s'investir plus que jamais dans une campagne de sensibilisation sur le dépistage précoce des troubles visuels chez le bébé. C'est pourquoi, en partenariat avec les opticiens mutualistes du réseau optique des mutuelles de France Réseau Santé, nous avons invité de très nombreuses personnes qui sont en contact direct avec la petite enfance. Des pédiatres, des hôpitaux, PMI, crèches, conseils généraux, sans oublier bien sûr les ophtalmologistes et les pédiatres, et les orthoptistes, sans lesquels rien ne peut être fait en la matière. Je vous remercie de votre attention et donne la parole au professeur François Vital-Durand, mais laisse tout d'abord un petit mot au docteur Bertheny-Pelé. Bonsoir, je voulais juste vous dire que j'étais très flattée d'être présidente, alors que je ne suis qu'un petit morceau du puzzle dans l'établissement de la restauration de la vision chez l'enfant. Que je pense que c'est lié au privilège de l'âge. Je pensais faire plus jeune, mais bon, j'étais rattrapée par la réalité. Que c'est bien de présider quelque chose pour lequel on n'a rien préparé. Ça me fait plaisir. Et puis surtout, c'est un peu le monde à l'envers, c'est-à-dire que moi, petit médecin, j'ai à introduire un grand professeur. Voilà. Merci. Moi, je suis ni médecin, j'ai aucun diplôme en médecine, aucun. Bon, je suis docteur en sciences, c'est tout, mais enfin, bon. Voilà. Je suis très honoré d'avoir affaire à des gens de votre compétence. Alors, on va parler de la vision du bébé. Je viens de dire, je suis docteur en sciences. J'étais chercheur à l'INSERM, à l'école pratique de hautes études à la Sorbonne. Entre deux ça, j'ai eu 3 titres de professeur à l'INSERM, on est directeur de recherche. Bon, enfin, peu importe. Et puis, depuis 27 ans, donc, je suis intéressé à la vision du bébé à travers la consultation bébé-vision qui continue, que je continue à faire à l'hôpital d'Ursule. Ah merde, c'est pas bien route. Pardon. Alors, excusez-moi. Alors, on va parler du développement visuel du bébé. On se pose la question, pourquoi le bébé, on le sait, ne voit pas comme vous et moi? Quels sont les éléments qui sont différents entre la naissance, on ne va pas aller avant, et là, quels sont les éléments qui vont contribuer au développement de sa vision, et donc, quels sont les éléments de la vision du bébé qu'on sait mesurer, et quelle attitude clinique doit-on développer vis-à-vis d'un bébé? Alors, on va suivre dans une première partie ce développement en 4 parties. C'est chaud. Et on va parler rapidement du développement optique, du développement de la fovéa, du développement sensoriel, on va rappeler ce que c'est que l'expérience visuelle, développement neurologique, développement cognitif. Développement optique, on va passer relativement vite dessus parce que le développement optique du bébé est peu important. Un œil de bébé, ça fait 16 mm à la naissance, ça fait 25 à l'âge adulte. Chouïa, entre les deux. Comme si, il y a un chirurgien là, qui a l'air de dire vous avez opéré un œil de nouveau-né. Bon, ce que je veux dire, c'est pas très important. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que l'œil, on constate que l'œil, comme le cerveau lui-même, on fait la plus grande partie possible du développement jusqu'à ce qu'il ne puisse plus passer entre les jambes de maman. Alors que le reste du corps suit un peu là, loin, derrière. Donc l'œil, en d'autres termes, est déjà très développé chez un bébé, ne va grandir dans une proportion de 30 et 40%. Le cerveau, lui, pareil, 900 grammes à la naissance, 3 kg, bon, pardon, 1,4 kg. Ensuite, il ne grandit que de 40-50%. Comme si ces organes avaient une importance telle qu'il fallait les faire grandir le maximum avant même. Le reste du corps, ça suivra derrière. Donc, ce n'est pas le développement
optique de l'œil qui explique l'amélioration considérable de la vision entre la naissance et l'âge adulte. Mais ça y contribue, bien sûr. Le développement de la rétine, lui, est considérable. Toutes les cellules de la rétine sont là à la naissance, mais elles sont mal connectées. Elles sont mal connectées entre elles. Les cellules ganglionnaires, oui, sont connectées aux nerfs optiques, aux géniculés latérales, etc. Mais toutes les connexions à l'intérieur de la rétine qui vont permettre aux cellules photoréceptrices qu'Audet bâtonnait de traiter une première partie de l'information, ces connexions sont extrêmement immatures, elles ne sont pas faites. Et on va voir dans la rétine trois phénomènes considérables. Le premier, qui est spectaculaire, c'est la migration des corps cellulaires, des cellules ganglionnaires en dehors de la fovéa. La future fovéa est ici, c'est un bébé de 0 jour, enfin, à la naissance. Vous voyez que les corps cellulaires des cellules ganglionnaires, les cellules de sortie de la rétine, sont au milieu, là où je vais avoir besoin de voir 10 à 14 dixièmes. Ces corps cellulaires migrent sur les côtés. Le processus est terminé à 45 mois. La deuxième partie très importante dans la fovéa, c'est la croissance des cônes. Dans la fovéa, il n'y a que les cônes. En périphérie, il y a beaucoup de bâtonnets et des cônes aussi. Dans la fovéa, il n'y a que des cônes. Ils sont tous là, mais à la naissance, le corps cellulaire y est, mais le segment externe dans lequel il y a le pigment est encore tout petit. Il varie de taille d'ailleurs d'une cellule à l'autre. Ce qui est important, on va voir grandir ce segment externe. Et le point que je voudrais vous faire remarquer, c'est qu'à 15 mois, il est à la moitié de la valeur adulte. À 45 mois, il est aux 2 tiers de la valeur adulte. Et si on fait la statistique de cette affaire-là, vous voyez que en longueur, ce segment externe est ici à 5 jours, à 15 mois est à la moitié de la valeur externe, 45 mois de la valeur adulte, 45 mois, 2 tiers. La longueur, le diamètre en revanche, ne bouge pas. Ça pousse comme un cheveu, le diamètre ne bouge pas, ça pousse de plus en plus. Si maintenant, le troisième phénomène fovéal, c'est l'agglomération des segments externes des cônes. Les segments externes des cônes se serrent les uns contre les autres, diminuent leur distance réciproque. Donc, toujours comme image, comme les cheveux dans une queue de cheval. Il n'y en a pas plus qu'avant, ils sont tous au même endroit. Et comme ils deviennent très proches les uns des autres, ça va permettre une amélioration considérable de la résolution, c'est-à-dire de la finesse de l'image. Et à nouveau, cette agglomération est à la moitié de sa valeur adulte à 15 mois et aux 2 tiers à 45 mois. Et quand on va parler de l'acuité dans 5 minutes, on va dire qu'elle est à la moitié de la valeur externe à 15 mois et qu'elle est aux 2 tiers à 45 mois. Chouillard, prenez. Développement neuronal. Alors, développement neuronal, on pourrait passer la soirée dessus. On y voit celle-là, hein, oui. Je veux faire allusion à la myélinisation, qui est considérable entre la naissance et la fin de l'adolescence. Tant qu'il n'y a pas de myéline, les fibres nerveuses sont en court-circuit. Chez le bébé, quand on fait un potentiel d'action, il faut un flash important pour obtenir une petite onde derrière. Les 3/4 des potentiels d'action sont perdus en route. La myélinisation est très importante, elle va permettre une conclusion rapide et sûre. La maturation des synapses. Les synapses sont en nombre considérable pendant l'enfance. Elles poussent comme des champignons, elles vont se mettre un peu partout. Et l'expérience visuelle, c'est-à-dire les circuits qui marchent, parce que le bébé voit les objets, les circuits qui se mettent en marche stabilisent leurs synapses. Plus de la moitié des synapses vont disparaître avant l'âge de 9 mois, disparaissent parce qu'elles sont dans des circuits où elles n'ont pas trouvé quoi faire, hein. Elles ne sont pas rentrées dans des circuits. Il y a un processus normal de réorganisation synaptique. Celles qui disparaissent et celles qui vont se mettre au bon endroit parce qu'elles n'étaient pas tout à fait là où il fallait.
cette stabilisation synaptique explique la plasticité considérable du système nerveux du bébé. Le fait que l'expérience visuelle, ce qui tombe sur les yeux de cet enfant, en corrélation avec ce qu'il entend, avec ce qu'il sent, etc., va faire fonctionner certains circuits et cela se solidifier avec un processus qu'on appelle oscillation, qui est bien décrit, maintenant on le connaît très bien chez les animaux, hein. C'est-à-dire que les synapses non seulement vont au bon endroit, mais elles apprennent à bosser ensemble, à se mettre toutes ensemble pour dépolariser la cellule suivante. Il ne suffit pas qu'il y ait 3000 synapses qui arrivent sur la cellule suivante, il faut qu'elle décharge en vague pour bousculer le potentiel, le faire basculer. Et ça, c'est très actif au cours de l'enfance, et ça se passe pendant la période sensible dont on va redire un mot. Donc l'expérience visuelle, c'est ce qui est indispensable pour que les circuits se mettent en place. Et vous savez très bien que si on prive un œil de vision, chez le singe pendant 1 jour et demi, à la phase précoce, au bout d'1 jour et demi, chez le singe, cet œil est embillé. Ce qui mène à... Ah oui, avant la période sensible. Alors, un tout petit mot sur la comparaison homme-singe. Ça c'est un singe, ça c'est un homme. Pour expliquer le rôle considérable de l'expérience cognitive, c'est-à-dire de traitement du signal visuel. Les yeux de ce singe, les yeux de cet homme sont presque pareils. C'est un peu presque pareil. En dessous des yeux, le nez chez le singe est considérable, chez l'homme il a presque disparu, il n'a plus qu'une petite fonction sociale, esthétique. Les dents du singe sont considérables, il contrôle son monde avec ses dents, hein. Ses canines font 13 cm de long, hein. C'est avec ça qu'il trouve sa nourriture, qu'il maîtrise sa guenon et qu'il tue le lion. Le babouin tue le lion. Chez l'homme, les dents ont presque disparu, alors elles sont jolies comme tout, elles servent presque plus à rien, on mange du McDonald's et des soupes, on fait cuire. Si en revanche je monte au-dessus de la tête, au-dessus des yeux, chez le singe il n'y a plus rien, chez l'homme il y a 1 kilo. Ah, quand même. 1 kilo. 1 kilo ou 3? Non, 1 kilo. 1 kilo. Tout à l'heure j'ai dit 3 pareil. C'est 1 kilo 3. Il paraît qu'il a 2 cerveaux. Il y a 2 hémisphères, mais il n'y a qu'un seul cerveau. Chez l'homme, donc 1 kilo de masse cérébrale en plus. Pourquoi j'insiste là-dessus? Ça veut dire que chez l'homme, le même signal, le même objet visuel, que ce soit votre tête ou une Bible ou un Talmud, le même objet visuel va être exploité de façon complètement différente. Ce qui permet chez l'homme le passage au symbolique, le passage à la parole. Ce que je crache là, c'est des symboles, c'est des sons que vous comprenez, qui changent avec chaque région, chaque langue, etc. Ça, chez le singe, ça n'est plus possible. Et chez l'homme, c'est un réservoir d'adaptation possible considérable. La notion de période sensible. La notion de période sensible, vous la connaissez, hein, une période au cours de laquelle les choses... au cours de laquelle l'expérience modifie le cerveau. On dit de temps en temps qu'il sculpte le cerveau. Alors chez le singe, bien sûr, on la connaît bien, parce qu'on peut fermer un œil pendant 3 jours d'un côté, on le rouvre, on ferme de l'autre côté, on regarde comment l'amblyopie récupère en enregistrant les cellules dans le cortex visuel. On a fait ça pendant 20 ans, maintenant on sait, et chez le bébé, les transferts cliniques permettent de dire que chez l'enfant, elle commence probablement pas avant 3 mois. Probablement pas. C'est-à-dire qu'une occlusion avant 3 mois n'a probablement pas de conséquences. Par prudence, on va quand même être très prudent. Alors je ne parle pas de la cataracte congénitale qui est un cas un peu particulier parce qu'en plus de la cataracte, il y a en principe derrière d'autres atteintes. Il est évident que dans la cataracte congénitale, il faut intervenir dès que vous le voyez, qu'il faut les opérer avant 1 mois, non, hein, ou avant 2 mois, très tôt. Là, je parlais plutôt de l'amblyopie par occlusion, dont on n'est pas sûr
elles soient vraiment néfastes à votre enfant. On va quand même être extrêmement prudent, et en cas de... Sur un enfant qui aurait une occlusion palpébrale pour je ne sais pas quelle raison, même avant cette date, on va quand même faire une occlusion de l'autre côté par prudence. Mais enfin, scientifiquement, c'est pas très clair. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de 3, 4, 5 mois, alors là, une occlusion, même brève, a des conséquences dramatiques. Et puis, ça se termine autour de 5-7 ans, avec un maximum, probablement entre 1 et 3 ans. Comment on détermine ce maximum? Par la quantité d'occlusion qu'il faut pour récupérer l'amblyopie chez un gamin. Cette quantité d'occlusion pour récupérer une amblyopie, elle est relativement faible jusque vers 3 ans, et puis après ça augmente énormément. Le temps d'occlusion nécessaire augmente énormément. Alors, le nouveau-né. Pourquoi on s'intéresse au bébé? Le nouveau-né est un être étrange. Il n'appartient pas bien à l'espèce humaine. Il mange, il dort, il excrète, etc. Il ne marche pas, il ne parle pas. C'est nous les adultes qui devons décider ce qu'il faut faire pour lui. Alors, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il voit? Dans beaucoup de bouquins, on continue à dire, à voir que le bébé ne voit pas à la naissance. On voit un bébé de 15 minutes. Vous allez me dire, ouais, d'accord, c'est pas le cas. Vous en avez beaucoup comme ça. Oui, ben non. Il regarde le flash de l'appareil photo de son père. Ce qui est l'occasion de dire, les flashs électroniques d'aujourd'hui sont devenus extrêmement brefs. Et sous réserve, nous on dit aux gens, vous pouvez vous mettre à 1 mètre au téléobjectif. Et là, le flash d'aujourd'hui ne craint plus rien. Nous sommes encore imprégnés des flashs que j'ai connus il y a quoi, 15 ans, hein, des flashs en ampoule qui crachaient une quantité de lumière considérable. Les flashs électroniques d'aujourd'hui sont beaucoup plus courts, de sorte que la quantité de lumière émise devient faible. Et pour peu qu'on soit à 1 mètre au téléobjectif, on peut prendre une photo comme ça. S'il n'y avait pas de flash, si on était en lumière naturelle avec ce niveau d'éclairement, le bébé aurait les yeux fermés. Le bébé est photophobique, ou photophobe, comme vous voulez. C'est pour ça que la plupart du temps, quand on va les voir, ils ont les yeux fermés. Il suffit de tout éteindre, vous attrapez le bébé, vous mettez en position de grenier, vous savez, la tête dans le creux de la main, la colonne vertébrale là, et le bébé vous regarde, le fait de l'avoir manipulé, pour tous les coups, enfin, en principe. Rappelez-vous, pour faire ouvrir les yeux du bébé, il faut se mettre en faible éclairement. Voilà ce qu'on appelle le regard aimanté. Voilà un bébé de 3 jours qui voit les yeux de sa mère avec une intensité considérable. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que si on demande à la maman de faire la bouche en cul de poule, d'ouvrir la bouche, le bébé imite. Alors, l'imitation néonatale, quand elle a été découverte, 83, première publication, a fait un peu scandale. Les gens ont dit, attendez, on se fout de la gueule du monde, c'est des trucages. Ça a été reproduit des centaines de fois, et maintenant on sait que le bébé, sous le faible éclairement, et pour peu qu'on soit suffisamment patient, est capable de faire 3 mimiques. Tirer la langue, ouvrir la bouche, faire la bouche. 3 mimiques, pas plus. Pas plus. Ça a posé beaucoup de questions philosophiques. Pourquoi ces 3 mimiques et pas d'autres? Alors on attribue ça à une sorte de patrimoine génétique avec lequel on est né. De même que on a beaucoup de ces exemples chez les oiseaux, chez d'autres mammifères. Le bébé est capable de faire ces 3 mimiques. Il faut tirer la langue au moins 30 secondes de suite, et il faut attendre un certain temps. Ça ne va pas vite. Mais sous réserve de patience, on peut montrer, ces choses-là ont été reproduites très souvent maintenant. La raison pour laquelle je montre, ce n'est pas seulement la curiosité de ce geste génétiquement programmé, hérité, c'est le fait que le bébé il voit suffisamment bien pour qu'il réponde de façon spécifique à ces trois mimiques. Hein? Donc il y voit mieux que ça, mieux que l'on a dit longtemps. L'autre réaction du bébé, c'est ce qu'on appelle l'agrippement. Alors j'aime bien cette image, elle n'est pas très bonne en qualité, mais très bonne en signification. Le bébé agrippe le sein, les yeux, la main.
Et non seulement donc, il agrippe la main et le sein, mais regardez comme les yeux agrippent le regard de maman. Hein. Et ça, c'est en 3 jours également. Hein. Il est encore plus frais, il date de la semaine dernière. Je crois que alors maintenant, on va mesurer un certain nombre de ces paramètres. On va dire, bon, on sait que le bébé voit à la naissance, on va mesurer. Alors, on utilise la méthode du regard préférentiel, qui maintenant est un peu ancienne, hein, fin des années 60, où on s'est convaincu que les yeux du bébé ne se baladaient pas au hasard. Antérieurement, on disait, mais le bébé, ça regarde n'importe où, etc. Pas du tout. Avec de la patience, avec de bonnes techniques, on a pu montrer que le bébé portait systématiquement son regard sur un motif, sous réserve que ce motif soit suffisamment visible pour lui. Alors c'est David Atteler qui a inventé ces cartes-là, et ensuite c'est moi qui ai créé des cartes bébé visiotropiques qui sont beaucoup mieux, elles sont moins chères, elles sont circulaires concentriques, elles sont plus solides, et elles sont... J'ai bénéficié de 8 ans de l'expérience de David Atteler, qui est une vieille copine, que j'aime bien, etc. Et quand elle a fait ses cartes, les imprimeurs ne pouvaient pas faire un motif circulaire concentrique dont le contraste soit contrôlé de façon rigoureuse. Et bon, j'ai mis 2 ans et demi à trouver un imprimeur qui réussisse à me faire ça. Ce qui explique que ça coûte quand même 1 000 € le jeu, ce qui est trop. Enfin bon, ça, c'est des problèmes commerciaux que je ne maîtrise pas. Ce qui est important, 3 jours, voilà une autre de vos collègues, c'est une ophtalmo. À 3 jours, le bébé porte ses yeux sur un motif, sur réserve qu'il soit suffisamment gros. À partir du 4e mois, on met le bébé derrière un paravent pour pas qu'il soit distrait par l'environnement, et on lui présente les cartes. Voilà la... Hein? Ah, bon. Voilà la scène en entier. On travaille en lumière naturelle, il y en a qui vont nous le reprocher. On reste autour de 120 candélabres par mètre carré, à peu près. Hein. Bon, mais c'est pas très contrôlé. L'incidence de la quantité de lumière précise est faible. Et donc là, le bébé a un l'opticule pour ne pas le donner sur l'œil. Hein. On trouve que l'opticule colle un peu moins que l'orthopade, de sorte que pour l'examen, qui va durer 3 minutes, on préfère mettre opticule que mettre orthopade. Bon, ça c'est les 2 marques de pansement occlusif. Et alors on observe qu'à la naissance, le bébé voit un 20e. Un 20e, c'est pas beaucoup, mais un 20e, ça lui a permis de voir le gars qui tient la langue ou de la bouche ou fait la moue. Bon. On sait qu'entre 8 et 12 jours, le bébé porte systématiquement son regard sur le visage de maman, comparé à votre cousine ou à votre sœur qui a à peu près la même morphologie faciale. Et on fait ces expériences en enlevant, enfin, sans lunettes, et on coupe la masse chevelue qui peut permettre de distinguer une personne et l'autre. Entre 8 et 12 jours, le bébé reconnaît le visage de la personne qui est là le plus souvent. 3 mois, le bébé a 1/10. 1/10 à la fois, c'est pas beaucoup, mais je vous rappelle qu'avec 1/10 entraîné, vous rentrez chez vous à bicyclette. Avec 1/10 entraîné, si vous baissez votre acuité pendant 4 heures, 3 heures, à 1/10, puis que je vous envoie faire travailler sous 1/10, vous êtes capable de rentrer chez vous à bicyclette. Vous verrez les feux rouges, les voies. Vous ne pourrez pas aller chez les autres parce que vous ne pourrez pas lire les panneaux de rue. Mais sur un itinéraire connu, avec 1/10, on peut naviguer. 6 mois, le bébé voit 2/10. Avec 2/10 entraînés, vous lisez le Dauphiné libéré. Avec 3/10 entraînés, vous lisez Le Monde. Je ne peux pas dire que le bébé de 9 mois lit Le Monde. Ce que je veux dire, c'est que quand le bébé passe le stade de 2/10, d'acuité visuelle aux cartes,
il a accès aux éléments utiles de son environnement. Ceci est très important pour les bébés qui n'iront pas plus loin. 2 dixièmes, il les atteint avec la zone périfovéale. Quand le bébé passe les 2 dixièmes, c'est que la fovéa s'est développée. C'est la fovéa toute seule qui va aller au-delà de 2 dixièmes. 12 mois, bébé à 4 dixièmes environ. Alors attention, ce sont des dixièmes de résolution. Les dixièmes que vous mesurez dans vos cabinets sont des dixièmes de reconnaissance. Vous demandez à vos patients d'identifier des lettres ou des dessins. Vous lui demandez d'interpréter un signe, pas seulement de dire oui, il y a un truc là, ici. Vous lui demandez d'interpréter. L'interprétation coûte racine carrée de 2, 1,4. Ce qui veut dire que le bébé qui a 4 dixièmes ici aux cartes d'acuité, si je pouvais le tester sur des optotypes lettres ou dessins, il n'aurait qu'un tout petit peu moins de 3 dixièmes. 2 dixièmes, 2,9 environ. Bon. C'est ce qui permet de dire qu'à 15 mois, il est à 5 dixièmes. C'est pas tout à fait la moitié de la valeur adulte, mais c'est pas si loin. Un tout petit mot sur l'accommodation. Alors ça, elle se mesure qu'en laboratoire. L'accommodation est bonne et stable à partir de 3 mois. Avant, il n'y en a pas besoin. Son acuité est limitée par l'écartement des photorécepteurs. Si vous avez 1 dixième, que vous soyez accommodé ou pas, ça ne change rien. Hein, vous voyez ce qu'on appelle nous flou, hein, corrigé ou pas, ça ne change rien. Et la preuve que l'accommodation n'est jamais un facteur limitant de l'acuité chez le bébé, c'est que les collègues qui ont travaillé à 6,10 m, avec des grandes cartes d'acuité, dans une immense pièce, une chapelle, hein, se sont aperçus que l'acuité angulaire, le nombre de barres par degré, était le même que chez les collègues qui ont travaillé à 50, 30, 13, 30, etc. Un bébé qui voit 3 barres dans 1 degré d'angle visuel, il voit les mêmes 3 barres, qu'elles soient à 13 cm ou à 6 m. L'accommodation n'est pas un facteur limitant d'acuité visuelle du bébé. Alors pourquoi on dit le bébé, ça voit que ce qui est près? Parce que ce qui est près, c'est gros. Ça occupe presque tout son champ visuel. Ce qui est loin, là-bas, votre tête, elle fait 1 degré, à peine, d'angle visuel. Comment voulez-vous que le bébé voit ça, hein? Alors que la tête proche, évidemment, est beaucoup plus grosse. La tête proche, elle occupe tout le champ visuel. Votre tête, il faut la trouver dans ce fatras de tête, dans ce bruit visuel considérable. Hein? C'est l'épreuve de chercher Charlie, vous savez, dans ce petit livre. Il ne suffit pas d'avoir une acuité pour trouver Charlie. Hein, il faut avoir une stratégie d'exploration pour repérer la tête de Charlie. Alors là, le bébé est complètement déficient. La ségrégation de la forme du fond, chez l'enfant, ça prend des années et des années. Vous leur faites faire ces petits exercices dans les dessins où il faut chercher Charlie, chercher le visage dans des arbres, etc. Alors il faut se méfier de l'accommodation parce elle est toujours déficiente chez les trisomiques. Toujours. Et dans un certain nombre de, ce qu'il faut dire, infirme moteur d'origine cérébrale, infirme moteur d'origine centrale, ou ce qu'il faut dire, comme on dit maintenant, paralysie générale, paralysie cérébrale, comme disent les anglo-saxons. Enfin, le vocabulaire est en train de changer en pédiatrie. Je ne veux pas rentrer dans ces querelles. Chez un certain nombre de ces enfants qui ont des lésions cérébrales, avec des éléments moteurs, l'accommodation peut être déficiente. Et c'est très difficile à savoir. Un petit mot sur la réfraction, alors je vais aller vite, mais tout le monde n'est pas ophtalmo ou orthoptiste ou opticien ici. Le bébé est normal mais hypermétrope. L'hypermétropie décroît normalement avec l'âge. Sauf quand elle ne décroît pas, sauf quand il est trop hypermétrope. Avant 1 an, il y aurait moins de 1% d'enfants myopes. Mais il y en a. Et ça ne donne pas de signe.
Le bébé myope est un bébé tout calme, et alors, il est tout gentil, il fait un grand sourire quand on arrive sur son visage. Et puis on fait une réfraction, on tombe sur -4, -5, on met une paire de lunettes, le lendemain le bébé gigote, enfin bon, on bouge les bras, téléphone à Madame Berthénie Pellet pour la remercier d'avoir découvert le truc. Tous les bébés sont astigmates, certains le sont trop. Et alors il est rare qu'on corrige un astigmatisme complètement isolé, il faut se méfier de l'astigmatisme inverse, enfin il y a des situations dont il faut se méfier. Les moyens de mesurer la réfraction sont compliqués. Le moyen idéal, c'est la skiascopie sous-midriatique. Et puis on voit apparaître de plus en plus des machines automatiques. Ça, c'est le Sursight, le Plus Optics, le Retinomax, qui aident bien. En sachant que de moins en moins d'ophtalmos apprennent à faire une skiascopie. Les orthoptistes apprennent de plus en plus. Bon, pas partout. Il y a un vrai problème. Un petit mot sur l'orientation spatiale. C'est un autre élément qu'on sait mesurer. On fait balader un stimulus derrière les créneaux, ce qu'on appelle le test de Labro. C'était un ophtalmo de la région de Toulouse qui s'occupait de personnes handicapées. Vous allez regarder l'engagement intentionnel, le bébé qui traque le stimulus, qui poursuit, le bébé qui anticipe la réapparition du stimulus lorsqu'il réapparaît. Vous allez regarder l'indépendance des mouvements des yeux par rapport à la tête, ce qu'on appelle la dissociation du bloc oculocéphalique. 4 mois, c'est le bébé qui va bien, toujours en retard chez le prématuré. Même en âge corrigé, bien sûr. Mais ça va venir plus tard, mais ça vient en retard. Vous allez regarder aussi si on obtient une poursuite saccadique ou lisse. Hop, ah oui, je l'ai mis plus tard. Bon, sur un objet en déplacement très lent. Ça nous intéresse parce que c'est une fonction du cortex pariétal. La capacité à suivre sans faire des saccades un stimulus qui se déplace, on dit régulièrement, à la vitesse d'un œuf qu'on tient dans une grande cuillère. Il ne faut pas faire tomber par terre. Et plus vous allez lentement, mieux vous travaillerez. On ne demande pas de faire ça, ce qu'on a tendance à faire. Est-ce que tu vois bien? Non, vous êtes 10 fois au-delà des capacités de cet enfant. Il faut aller très 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 lentement. Et faire un geste très lent de poursuite oculaire est beaucoup plus exigeant que de faire une série de saccades qui sont programmées très très tôt et qui sont très automatiques. Sauf que si on veut examiner ça, il faut aller très lent. Un petit mot sur le champ visuel. Le champ visuel, on va le mesurer par confrontation. Je vais vous montrer l'image. Il est tout petit à l'âge de 2 mois et il est pratiquement complet à 1 an. À 1 an. Mais attention, l'utilisation du champ visuel, c'est un apprentissage de toute la vie. Ce qu'on appelle l'acquisition des empans visuels. C'est-à-dire être capable, s'il y a mon papa en face de moi, de faire attention à ce qui se passe là, où j'ai vu arriver maman ou autre chose. C'est-à-dire de décrocher d'une zone d'attention pour aller sur une autre. Ce qui intervient à partir normalement de 7 mois, 8 mois, à peu près, guerre avant. Alors, ça c'est l'article historique des copains hollandais. Alors, la dame d'ici est cachée par un grand rideau. Elle attire l'attention du bébé, et quand le bébé regarde, elle dit à son collègue, vas-y, à droite, à gauche, etc. À l'époque, il faisait 700 réponses par bébé. De façon à avoir tous les 5 degrés, un nombre de réponses suffisant pour faire les statistiques, pour être sûr qu'à chaque fois, il y avait plus que 75% de bonnes réponses, puisque à l'excentricité, où on tombe en dessous du 75%. Bon, mais il faut comprendre que quand ces gens ont exploré ça, on ne savait pas
donc il fallait être extrêmement prudent. Aujourd'hui, le temps est... On retourne le château de Lavaux et on cache le stimulus derrière et on le fait réapparaître sur le côté, sur l'autre, et on estime 60, 70 degrés de chaque côté, voilà, à la recherche des myanopsies. Et en monoculaire, à la recherche de quadranopsies. Un certain nombre, on est particulièrement vigilant chez les ex-prématurés qui font des leucomies périventriculaires ou n'importe quelle lésion neurologique. On va chercher les myanopsies ou les déficits du champ visuel. C'est pas très précis, n'empêche que quand on revoit ces enfants qu'on a vus à 6 mois et qu'à 5 ans, on relève les manches et on fait un Goldman, on est quasi pareil. Alors voilà le champ visuel de nos collègues hollandais. Hein. Voilà le champ visuel de 1 mois. Alors 1 mois, 20 degrés de chaque côté. Hein. 6 mois, 60 degrés de chaque côté. 1 an, presque adulte. Pas tout à fait. Hein. Voilà, un adulte. Hein. Ah. Pas tout à fait là, il en fait un peu plus. Donc le champ visuel s'impose très vite. Et puis ensuite, il faut apprendre pendant toute la vie à s'en servir. Un petit mot sur la stéréoscopie. Alors, on utilise la plaquette. Donc, on va faire la plaquette que j'ai fait faire, qui est une copie du Land. Le Land coûte plus cher, celui de Vision coûte moins cher. Alors, vous faites ce que vous voulez. T'en as peut-être, Sophie. Bon, ça fait. À partir de 7-8 mois, on peut obtenir une réponse de pointé sur ce test. C'est un test qu'on aime bien, qu'on recommande aux pédiatres. L'association des pédiatres françaises des pédiatres ambulatoires, avec laquelle j'ai un peu travaillé, recommande ça, entre autres, bon, ils sont bien d'accord. C'est un test que le pédiatre peut faire parce que ça prend 2 minutes. Le bébé qui pointe, vous savez qu'il n'a pas une vraie amblyopie, vous savez qu'il n'a pas de stravix. Le bébé qui a une amblyopie ou un stravix, il ne peut pas répondre à ce truc. Il y a 3 images qui saillent de cette plaquette quand on la met en face du bébé. Il ne faut pas voir les images de photo, bien sûr. Bon, c'est un test qu'on aime bien, c'est un bon indicateur. Un petit mot sur l'oculomotricité. Pour dire qu'elle est extrêmement précoce. Voilà des saccades oculaires d'un bébé de 2 mois à qui on présente une cible de 22 degrés à droite à 22 degrés à gauche. 44 degrés d'excentricité, ce qui est énorme. Et à 2 mois, le bébé il va tantôt par une série de saccades, tantôt par 2 saccades, tantôt par une. Elles ne sont pas très très précises, mais enfin, pas si mauvaises. 4 mois, il devient plus précis. Là, il va en 2 fois. Là, il va 1 fois. Là, il y a un truc très intéressant. C'est qu'il s'arrête en route, il ne va pas jusqu'au bout, et il met 1 seconde et demie à s'apercevoir qu'il n'est pas dessus. Alors, il repart pour faire le complément. C'est un électroculogramme. À 7 mois, la saccade est presque adulte. À 7 mois. 7 mois. Sachant qu'on fait 100 000 saccades par jour. C'est le nombre de pas d'un marathon qu'on fait avec ses yeux tous les jours, sans rentrer chez soi le soir avec le droit latéral sur les rotules. On fait ça, on fait ça très facilement. L'émergence, convergence, divergence se développe rapidement au cours de la première année. Je n'ai pas d'image spectaculaire. Bon alors, ayant décrit ces éléments du développement de l'enfant, maintenant on va prendre une attitude plus clinique. Et on va dire, notre but principal, pour la plus grande majorité, alors, je ne parle pas des problèmes d'ophtalmologie, de pathologie oculaire, qui ne sont pas de ma compétence, qui sont celles de l'ophtalmologiste. Je vais parler essentiellement de ce qui concerne l'amblyopie et le strabisme, qui sont les sujets principaux. Il nous importe d'éviter l'amblyopie et le strabisme. Ce monsieur, il est monophtalme parce que dans un tournoi, il a
pris un coup d'épée qui lui a crevé l'œil et coupé le haut du nez. C'est un condottiere, c'est Piero de la Francesca. C'est une peinture de Piero de la Francesca, c'est Frédéric de Montefeld. C'est ces gens qui vendaient leurs troupes tantôt au pape, tantôt aux Autrichiens, dans l'Italie des années 1480. Mais qui était un grand protecteur des arts. Avec le fric qu'il gagnait à la guerre, il se payait des apports. Alors il se fait peindre, à partir de cette date-là, quand il s'est fait crever l'œil, il se fait peindre que en profil gauche, parce que le profil droit ne peut pas être chouette à voir. Le Dupont, oui. La première question qu'on va se poser vis-à-vis du bébé, c'est de dire quand examiner. Quand est-ce qu'il faut examiner un bébé? Que vous soyez pédiatre, ophtalmo, parent. Alors, normalement, l'examen néonatal recherche les anomalies organiques, les défauts de transparence. Alors, c'est en principe fait. En principe, ça dépend des cliniques et des hôpitaux et des lieux où les mamans accouchent. C'est pas fait partout. Certaines cataractes sont découvertes trop tard. Entre 2 et 4 mois, le pédiatre ou généraliste, selon que vous êtes plus campagne, plus urbain, doit surveiller l'alignement oculaire, la transparence des milieux, le moindre nuage, le moindre point blanc dans une pupille. Et puis en cas de doute, l'attitude est de dire n'hésitez pas à référer à l'ophtalmologiste, quitte à prendre votre téléphone pour obtenir un rendez-vous rapide. Entre professionnels ne sera pas refusé. Et puis, en cas de doute ou selon les circonstances, n'hésitez pas à avoir recours à l'orthoptiste. L'orthoptiste vous dira si vous êtes inquiété pour rien ou pas. Bien sûr, l'orthoptiste ne sera pas un fond d'œil, c'est sûr. Mais la plupart des demandes des parents sont liées à l'épicanthus. L'épicanthus, c'est les grandes paupières qui couvrent la commissure ici, le canthus interne. J'en montrerai tout à l'heure un exemple. Où on dit, mais ce gamin, vous voyez, je vois le blanc d'un œil beaucoup plus que l'autre. Il louche. Non, il louche pas. Il a une paupière à gauche qui déborde davantage que celle de droite. Vous êtes sûr? Demandez à l'orthoptiste, il ne se trompera pas. Et si l'orthoptiste tombe sur quelque chose, l'orthoptiste aura un rendez-vous rapide. Et l'orthoptiste connaîtra les ophtalmologistes pédiatriques. Il ne faut pas non plus se tromper d'adresse. Voilà, le principe de précaution. Alors, voir qui? Alors, bon, un enfant qui louche comme ça est un cas d'urgence. Alors, un enfant qui louche comme ça est un cas d'urgence, doit être vu extrêmement rapidement. Il faut toujours se méfier, le cas est exceptionnel mais il existe, qui n'est pas derrière ce strabisme en rétinoblastome. C'est un cas extrême, ça existe. Ensuite, alors il y a des facteurs de risque. Alors le petit poids de naissance, moins de 1500 grammes, l'histoire personnelle, pré, néo, postnatal, l'hérédité, et évidemment les signes présents. Alors là on y va. Vous le voyez là ou pas? Oui. On voit très mal. C'est un enfant qui a un gros problème pédiatrique. On peut peut-être éteindre quelques secondes pour... Si, vous voyez, moi je suis de côté, j'ai l'impression que je vois rien. Ouais, je vais quand même éteindre 30 secondes pour... On va appeler en fait la définition de producteur et les DSC. Peu importe. C'est un enfant qui a un très gros problème pédiatrique, qui est quasi en survie. On a vu cet enfant à 4 mois et demi, on a dit aux parents, la vision de votre gamin, elle est nickel. Et les parents se sont bien pleurés. Ils disent, vous savez, monsieur, c'est la première fois qu'on nous dit qu'il y a quelque chose qui va bien chez cet enfant. Il a un problème au rein, il a un problème au cœur, il a un problème aux oreilles, il ne digère pas, il respire mal, il est ventilé, enfin, il a intubé. Il est en aide respiratoire. Vous dites qu'il y voit bien. Alors,
il y a deux incidences là-dedans. Hein. C'est que, d'une part, si par hasard ce gamin avait besoin d'une paire de lunettes, il en a plus besoin que n'importe quel autre. Il a déjà assez de problèmes comme ça. L'autre problème est de redonner aux parents une attitude positive avec cet enfant. On nous a dit là-bas que le fond d'œil était nickel et que la vision était tout à fait normale. Et vous allez réintroduire cet enfant dans l'emphase de ses parents. Alors ça, c'est de la psychologie, peut-être bien, mais bon, c'est du soin à ce petit bébé. Et vous allez expliquer aux parents que vous allez profiter qu'il y voit bien pour lui raconter l'histoire du loup et du chat et de la souris tous les jours et entretenir, remettre l'enfant en face. Quand on a un enfant comme ça, même les mamans les plus courageuses les portent sur le côté. Cet enfant, il est, on va dire, il est moche. Non. Et les parents le regardent globalement. Et ces enfants ont du mal à développer une relation normale chez l'homme où on se regarde quand on se parle. C'est un point qui est important. Alors voilà un épicanthus. Hein. Voilà, vous voyez que la paupière du dessus et du dessous, la paupière du dessus là, cache le canthus interne. Hein. Alors les pédiatres, ils disent, il louche. Non, non, celui-là, il ne louche pas. Hein. Mais faites-le vérifier, n'hésitez pas. On a un autre épicanthus. Ça, c'est des enfants qui ont des plagiocéphalies. Un enfant qui a un torticolis. Alors, oui, plagiocéphalie, c'est de plus en plus fréquent avec les bébés élevés sur le dos. À partir de quand est-ce que la plagiocéphalie passe les bornes et doit faire l'objet d'une consultation spécialisée? Alors, il se trouve qu'à Lyon, M. Botelès, le neurochirurgien, qui a une consultation spéciale pour ses enfants et qui fait faire le bilan visuel systématique de tous les gamins qui lui passent entre les pattes. C'est moi qui ai fait le recul. C'est pour ça que le bébé qui a un torticolis, est-ce que le torticolis est d'origine oculaire ou autre chose? Eh bien, vérifiez d'abord que si c'est oculaire ou pas. Le bébé, alors on a une autre plagiocéphalie. Tous ces gamins que je vous montre ici ont une vision nickel. Je n'ai pas mis dans cette série des gamins qui ont une atteinte visuelle. Dans les plagiocéphalies, on a 4,5 fois plus de problèmes visuels que dans la population générale. Donc ceux-là, faites-les voir. Alors à quel âge? Alors on a parlé d'examen néonatal. Quand il y a un problème évident, par exemple l'enfant qui a un fort strabisme, 4 mois, cet enfant doit être vu à 4 mois, pas plus tard, au cas où on puisse récupérer, pour essayer de récupérer un maximum de choses. En cas de malvoyance, il n'est jamais trop tôt pour intervenir. On les voit souvent à 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. En cas de malvoyance, on va pouvoir commencer à déterminer ce qui se passe, en sachant qu'on ne va jamais poser le diagnostic de malvoyance à la première visite. On va dire on est dans une difficulté. On va revoir cet enfant 2 mois plus tard. On va mesurer exactement quelle est la malvoyance. Les cartes d'acuité permettent d'aller à 1/200e d'acuité visuelle. C'est-à-dire 1/200e, on se fout du monde. Non, pas du tout. Si ce bébé de 2 mois, il a 1/200e, il aura peut-être bien 1/100e dans 2 mois et qui va peut-être monter à 3/4/10e quand il aura 10 ans ou 5 ans. Hein. C'est-à-dire que tout élément de vision mérite d'être investi et doit être travaillé, stimulé. Et on connaît très bien le cas de ces enfants qui ont une vision qui ne vaut rien du tout et qui, bien stimulés, se débrouillent, vont à l'école, atteignent 2/3/10e. J'en ai un qui la maman m'a apporté le permis de conduire moto, pas très loin d'ici. Enfin, bon, mais c'est un enfant qui était arrivé chez nous comme aveugle après un accouchement rocambolesque, hémiplégie, etc. L'hémiplégie a pas mal récupéré. Et quoi qu'il ait été déclaré aveugle, à 2-3 mois, cet enfant avait une faible acuité qui, avec la stimulation parentale et des structures appropriées, les camps, les SAFEP, les structures appropriées, ce gamin, avec l'investissement parental, a développé sa vision et est monté au-delà de 5/10e. Alors,
Donc, en cas de malvoyance, il n'est jamais trop tôt pour commencer à stimuler le gamin, pour empêcher les parents de s'écrouler. Pour ne pas laisser les parents dans ce bourbier de ce gamin qui ne regarde pas, cette inquiétude, cette torture personnelle. Les parents doivent être soutenus. Les hommes surtout. Et puis, oui, les hommes surtout. Vous savez que quand il y a une anomalie visible sur un bébé, quand c'est le premier enfant d'un couple, il y a un type sur 3 qui se casse. Statistique. Département de l'Isère, du Rhône, de la Drôme et de Loire. Très grosse statistique. Un homme sur 3 de la et le drame humain. Et puis, 9 mois est un âge idéal. 9 mois est un âge très intéressant pour examiner l'enfant, pour plusieurs raisons. À 9 mois, les signes sont nets. Avant 9 mois, vous pouvez passer à côté d'un strabisme à petit ange. La fovea n'est pas encore très bien formée, le gamin peut fixer avec une erreur de 2-3 degrés. À 9 mois, la fixation est précise. L'orthoptiste, l'ophtalmo, ne passera plus à côté d'un strabisme. À 9 mois, le bébé se laisse examiner. Il est coopérant. Un bébé de 9 mois qu'on approche comme il faut, on en fait ce qu'on veut. En général, il y a toujours l'exception. À 9 mois, le bébé va accepter le traitement très facilement. S'il a une amblyopie, elle n'est pas bien profonde. Vous lui bouchez le bon œil, il continue à vous voir. Un peu moins bien, mais bon, il vous voit quand même. Il va accepter la paire de lunettes, c'est pour les opticiens, à condition qu'elles soient bien posées. On en reparlera tout à l'heure. Mais bon, les opticiens disent, donc pas de problème. À 9 mois, il accepte tout, il gobe tout. À 12 mois, l'enfant construit les limites de son schéma corporel. Vous ne rentrez plus dedans comme ça. Hein? Vous le touchez plus sans... Hein? Bon, enfin, pas tous, bien sûr. Mais et là, plus vous avancez de 12-15 mois jusqu'à 30 mois, c'est l'âge du non. L'examen est plus difficile, la prescription de traitement est beaucoup plus mal acceptée, enfin le traitement est plus mal accepté, que ce soit lunettes, occlusion, etc. À 9 mois, tout est facile. Et à 9 mois, on est en plein dans la période sensible. De sorte qu'une petite occlusion, la correction optique, va avoir un effet beaucoup plus important. Cet effet va aller en diminuant constamment jusqu'à 5-7 ans où il devient nul. En d'autres termes, vous récupérez une amblyopie très facilement à 9 mois, et plus on va attendre en âge, plus ce sera difficile. Voilà. Alors, à 9 mois, on fait quoi? Alors, je décris la visite type du 9e mois, qui ce qu'on appelle la consultation bébé-vision. Cette consultation, elle comporte 4 parties. Alors, bon, dans l'ordre, on fait l'examen orthoptique, recherche du strabisme, motilité oculaire, réaction pupillaire, qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin bon, le test de stéréoscopie, tout cet examen orthoptique. On y rajoute l'acuité monoculaire et binoculaire. On fait toujours l'acuité binoculaire d'abord, ça c'est pour les orthoptistes, parce qu'on n'a pas encore touché le gamin. De sorte qu'on a une réponse supposée optimale. Lorsqu'on met un cache au bébé, vous ne savez pas de combien vous allez faire baisser sa coopération. Bon. Alors, si vous avez une acuité binoculaire normale, vous savez que ce gosse, il voit bien. Si à chaque œil tout seul, il vous fait que la moitié de la réponse, vous n'allez pas en conclure qu'il a une amblyopie des deux côtés. Vous allez dire, voilà, au niveau de coopération que j'ai le même niveau à droite et à gauche. Ouf! Si je n'avais pas fait le binoculaire et que j'ai que ces deux chiffres relativement bas monoculaires, je serais enquiquiné. Parce que je ne saurais pas s'il voit mal ou s'il n'est pas coopérant. En binoculaire, la coopération est bonne. Bien sûr, la réfraction sous-cyclopégique. Alors, bon, la technique que vous voulez, nous on fait maintenant à la fois la sciascopie et le rétinomax. Les deux donnent au même chiffre,
ça conforte. Et puis, le fond d'œil. Alors, à l'hôpital, à Lyon, on a un petit peu de mal parce qu'on reçoit beaucoup de bébés en dépistage, des bébés qui n'ont rien. Ils ont un examen orthoptique nickel, une acuité superbe, une réfraction très bonne, et on va les déranger de notre collègue ophtalmo qui dit « Oh, tu m'emmerdes avec tes bébés, etc. » On ne fait jamais rien. Alors on a cessé de faire fond d'œil systématiquement. En revanche, dès qu'il y a la moindre raison de faire le fond d'œil, bien sûr on va le faire. Et je peux dire que depuis 7-8 ans qu'on a pris cette attitude, on n'a jamais eu de problème. D'autant que, comme vous voyez, le fond d'œil est fait à l'ophtalmoscope, c'est-à-dire mal fait. C'est-à-dire qu'il y a que la zone centrale qui est. Bon, la principale chose qu'il faudrait rechercher, particulièrement chez les prématurés, c'est l'ophtalmoscopie indirecte. Alors maintenant, on obtient qu'on nous fasse le fond d'œil, soit en ophtalmoscopie indirecte, hein, avec le casque, soit au verre de l'Éden, soit au verre à 3 miroirs. Qui est, bon, évidemment plus lourd. Donc voilà l'examen. Alors le traitement, vous le connaissez tous. Le traitement, c'est... Alors, j'ai mis dans cet ordre, mais la correction optique des amétropies significatives. Hein, bon. Le plus dangereux sont les anisométropies, c'est-à-dire un œil différent de l'autre, avec des cas extrêmes, un œil myope et l'autre hypermétrope. La correction optique, dont je fais un mot, l'occlusion, évidemment. Alors avec un tarif d'occlusion, un tarif qu'on pratique à Lyon, pour une amblyopie supérieure à une demi-octave, c'est-à-dire qu'un œil a moins de la moitié de l'autre. Et à 6 mois, 1 heure, à 12 mois, 2 heures, jusqu'à 3 ans, à 3 ans, 3 heures, à 4 ans, 4 heures, à 5 ans, 6 heures, en sachant qu'à 5 ans, on n'est pas sûr de tout récupérer. Même probablement. Avec un suivi, grosso modo, de 2 mois, 3 mois, selon les cas. Alors, il y a plusieurs techniques d'occlusion. Il y a des gens qui vont faire des durées quotidiennes beaucoup plus importantes, avec un suivi beaucoup plus proche. Comme vous voulez, compte tenu du carnet de rendez-vous, on ne peut pas redonner un rendez-vous 3 semaines plus tard. On préfère baisser le taux d'occlusion pour ne pas prendre de risques. Il n'y en a jamais d'amblyopie en bascule. Et puis bien sûr, dans un troisième temps, lorsque l'amblyopie est récupérée, la chirurgie. Et là, vous savez à nouveau que pour la chirurgie du strabisme, quand elle est nécessaire, parce que beaucoup d'enfants qui ont une amétropie, avec la correction optique, ne feront jamais leur strabisme. Le nombre de strabismes opérés sur la région lyonnaise, je sais les chiffres à peu près, c'est effondré, divisé par plus que 2. Parce que la plupart des gamins, dès qu'il y a un problème, ils reçoivent leur correction optique, l'occlusion, les yeux se redressent. À 5 ans, leur hypermétropie a disparu. Ils jettent leur paire de lunettes. Et puis, alors c'est le schéma idéal. Moi, je sais que j'ai fait la boue, je sais bien. On n'a pas ça tout le temps. Je sais bien. Mais c'est un schéma idéal vers lequel on tend. La chirurgie, alors là, les écoles varient un peu entre les très prudents qui disent « Oh, moi j'attends 4, 5, 6 ans ».